Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage. Alors, faut-il réinventer la FNSEA? Effectivement, souvenez-vous, il y a 2 ans, est-ce que franchement on aurait cru qu'un certain Emmanuel Macron deviendrait président de la République? Est-ce qu'il y a quelques mois, les députés imaginaient qu'il serait mis en retraite forcée parce qu'effectivement un nouveau mouvement En Marche était né? On le voit, tout évolue dans notre monde, tout évolue de plus en plus vite et certainement que le syndicalisme doit évoluer très rapidement aussi. Pour en débattre autour de cette table, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agroéconomiste et vous êtes expert consonance agricole. Jérémy de Serle, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs et éleveurs de vaches jarolaises en Saône-et-Loire, c'est bien ça? Et puis, juste à vos côtés, Yannick Fialip, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FRSEA du Massif Central, président de la FDSEA Haute-Loire, et puis aussi vous êtes éleveur. Merci d'être venu ici, parce que la question pouvait peut-être un peu déboussoler le syndicat majoritaire. Jean-Marie Serroni, c'est vous qui allez poser les bases du débat et peut-être des bases historiques. L'histoire de la FNSEA, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que bon, les organisations agricoles, elles ont démarré à peu près il y a 150 ans par la Société des agriculteurs de France, mais qui réunissait plutôt des propriétaires qui étaient eux-mêmes exploitants. Et que le grand virage, c'est pendant la guerre où la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, pardon. La Confédération Générale de l'Agriculture a été créée, et c'est quelque part un peu l'ancêtre le plus direct de la FNSEA contre la corporation de Pétain et de Vichy, contre la corporation agricole. Corporation paysanne. Corporation paysanne, voilà. Et que donc la création de la FNSEA, on a fêté donc c'était en 1946, je crois, si ma mémoire est bonne, avec un terme emblématique porté par Eugène Forget, qui était le serment de l'unité paysanne, ou de l'unité agricole, je ne sais plus, l'unité paysanne, il me semble. Je crois qu'il y a une autre date importante, à mon avis, c'est les années 60, avec les lois d'orientation agricole qui ont été négociées par l'État, non pas avec la FNSEA, mais avec les JA. Avec les JA. Déjà. Alors, je ne suis pas en train d'agiter pour la suite, mais voilà. Et toute la structuration et l'organisation de la FNSEA, avec son organisation horizontale dans les départements et verticale dans les filières, elle a dû se faire progressivement entre les années 40 et 50, je ne sais pas très bien. Hein, mais donc, ce qui caractérise la FNSEA, me semble-t-il, c'est cette double organisation et à la fois en représentation, mais également en moyens politiques et en moyens techniques, horizontale dans les départements. Et ça a été conçu à l'époque de la cogestion où tout se faisait dans les départements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça a été conçu verticalement par filière, et ce qui est vraisemblablement une des sources aujourd'hui, la difficulté d'établir une ligne générale de la FNSEA, ce croisement filière et globalité transversale. Et quand vous parlez de filière, effectivement, il y a des associations spécialisées. C'est bien ça? Tout à fait. Par exemple la GPB, la GPM, qui avaient essayé de se rapprocher, qui se sont séparés, le lait, la viande, l'aviculture, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. CFA, voilà. CFA, il y a comment, les ovins, la FNO, on en oublie les fruits et légumes, enfin à peu près dans toutes les filières, les chevaux, il y a peut-être les grenouilles qu'il n'y a pas. Yannick Fialip, aujourd'hui vous êtes combien à la FNSEA? Alors on est environ 200 000 adhérents à la FNSEA, ce qui représente un peu plus de 50% des agriculteurs professionnels et exploitations professionnelles françaises. Et je dirais que c'est le pilier de notre syndicat. Nos racines, ce sont les adhérents de base. Il ne faut quand même pas l'oublier que c'est pas la présidente toute seule à la FNSEA qui fait la politique de la FNSEA, mais bien c'est cette capacité de remonter des informations du terrain, des propositions du terrain, de les agglomérer au niveau des départements, des régions et de les remonter au sein du conseil d'administration qui fait la position de la FNSEA. Et donc c'est important qu'on puisse garder cette phase avec le terrain, avec l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des filières comme ça vient d'être dit. Et c'est quand même notre force, elle est là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être des évolutions à mettre en œuvre et on a commencé à le mettre. Le fait départemental existe encore. La FNSEA c'est une fédération de départements. Mais on voit bien qu'en département on n'a plus tout à fait la main en termes de politique agricole. Les commissions départementales d'orientation n'ont plus beaucoup de choses à faire. On distribue plus de quotas laitiers, des droits vaches allaitantes on ne fait plus, des répartitions de terrain c'est déjà régional. Donc on s'est doté depuis 2 ans d'une structure régionale plus forte. Et je peux vous dire que c'est une sacrée révolution parce qu'avec des grandes régions, il faut qu'on soit en capacité d'organiser la remontée du terrain jusqu'aux grandes régions. Et c'est vrai que pour nous ça a été un vrai défi.
Je fais partie d'une région qui a fusionné, Auvergne-Rhône-Alpes. Se retrouver avec 12 départements, c'est peut-être déjà une petite FNSEA. Parce qu'on a différentes productions, différents territoires. Il faut arriver à marier cela pour avoir une position professionnelle. D'autant plus que vous auriez préféré être avec les Limousins. Alors, je ne sais pas si on aurait préféré avec le Limousin. Il y avait une entité Massy Centrale qui perdure. Et on fera toujours de lobbying au sein du Massy Central. Il se trouve que le gouvernement a pris une décision. Aujourd'hui, ça a fait débat durant l'année. Jérémy de Serle, vous servez à quoi les jeunes agriculteurs? Là, beaucoup de choses et peut-être à renouveler de temps en temps la FNSEA aussi. Ouais, ça y est, c'est parti. C'est normal. Mais après, avec la FNSEA, nous, déjà, ce à quoi on travaille, c'est bien sûr à amener le sang neuf et surtout à parler de renouvellement des générations en agriculture. Pas qu'ils n'en parlent pas sans nous, mais on est dans ce domaine-là avec nos capacités, nos compétences, sans trop de prétention, les piliers en la matière. Et donc, nos relations avec la FNSEA, on dit souvent qu'on est l'aiguillon de la profession, on l'est avec la FNSEA, on essaye aussi d'amener des idées nouvelles. Et ce qui se passe souvent, les JA ont les idées et la FNSEA les met en application quelques années après. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je n'ai pas dit que la FNSEA n'a pas d'idées. J'ai dit que souvent c'était mis en application quelques années après et c'est aussi une force, une complémentarité entre nos deux réseaux. Mais voilà, Yannick Fialip était aussi membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs. Il n'y a pas d'animosité entre nous, il y a des fois des tensions, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à travailler quand même correctement ensemble, encore une fois, pour l'agriculture française. Jean-Marie Serroni, est-ce qu'il faut réinventer la FNSEA? Alors, si la question est posée, enfin, est-ce que la question est vraiment posée? C'est-à-dire que chaque organisation doit se renouveler, s'adapter. Et à mon avis, elle peut se poser sous deux questions, sous deux regards. Est-ce que les agriculteurs sont insatisfaits de leur représentation? Majoritairement, juste majoritairement, puisque la FNSEA, on disait 53, c'est ça, aux dernières élections professionnelles, il y en a dans un an et demi, 53%, donc c'est la moitié des agriculteurs, donc ça veut dire qu'il y a la moitié qui ne se retrouve pas dans la FNSEA. Donc ça, c'est le premier élément. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les autres parties prenantes de l'agriculture voient un manque? Et il me semble qu'une des questions latentes de la FNSEA, avec une ligne qui me semble de plus en plus difficile à poser pour la FNSEA, c'est cette espèce d'ambiguïté permanente qu'elle a, mais qui est inhérente à ça. Est-ce que c'est un syndicat représentant des entreprises? Est-ce que c'est un syndicat patronal, ce qu'elle revendique? Ou est-ce que c'est un syndicat qui défend des travailleurs? Et c'est sans arrêt entre les deux. Alors, enfin, le pas de danse entre les deux. Première question, c'est vrai que c'est 53,39% aux dernières élections chambre. Vous êtes quand même en situation près de la moyenne, on va dire, de la représentativité. Attention, vous avez de l'avance. Il y a beaucoup d'élus qui voudraient avoir 53%. Voilà, il y a beaucoup d'élus qui aimeraient avoir 53%. Il y a quand même un certain nombre qui ne se retrouvent pas du tout chez vous. Pourquoi? Alors, il faut quand même rappeler que ce sont des élections professionnelles qui se déroulent à un tour. Et que je rappelle que la dernière présidentielle, je ne suis pas sûr que le candidat qui est arrivé en tête au premier tour avait fait 53%. Je ne crois pas non plus, 15%. Voilà, il a été élu au deuxième tour, il avait fait 22% je crois au premier tour, ou 23%. Et voilà. Donc quand même dire qu'il y a une majorité d'agriculteurs qui font confiance à la FNSEA. Après, c'est normal qu'il y ait une opposition, qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans d'autres syndicats. C'est la démocratie française. Cela étant, quand on regarde les propositions des autres syndicats, et quelquefois on dit on n'est quand même pas très éloigné. Il y a aussi des postures, quelquefois, qui sont de certaines personnes. Mais sur les grandes orientations, on n'est quand même pas très éloigné. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse par rapport à ce qui est posé, syndicat d'entreprise ou de salariés. Je rappelle que dans le sigle FNSEA, Fédération nationale de syndicats d'exploitants agricoles. C'est toujours le cas. Ce sont des agriculteurs qui cotisent. C'est vrai que dans les évolutions qu'on doit peut-être avoir, demain, peut-être qu'on aura des questions qui seront posées par des salariés agricoles ou des chefs d'entreprise agricoles. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et on y tient. Je rappelle qu'aujourd'hui, au conseil d'administration de la FNSEA, 80% des représentants à la FNSEA emploient un salarié chez eux. Donc, on peut considérer qu'ils sont déjà des chefs d'entreprise parce qu'ils ont un salarié. C'est à définir. On est ouvert sur ce débat-là. Sur la question de renouvellement de la FNSEA et des idées, je dirais que par rapport à ce qui s'est passé en politique, on a un avantage.
c'est que derrière la FNSEA, il y a les jeunes agriculteurs. C'est peut-être ce qui a manqué à certains partis politiques, d'avoir derrière leur parti politique un renouvellement avec de jeunes députés qui auraient pu arriver ou de jeunes prétendants politiques qui auraient pu renouveler cette classe politique. Ça a été fait différemment, c'est M. Macron qui arrive avec des idées nouvelles, qui a renversé la table. Alors est-ce que ça sera durable? C'est une vraie question, aujourd'hui elle est posée. Mais nous, cette chance, je retournerai le compliment à Jérémy qui me dit il a peut-être des idées, on les met en place. Je dirais que notre chance, c'est d'avoir un renouvellement régulier avec des nouvelles idées qui arrivent, avec des nouveaux adhérents, avec des jeunes qui viennent aussi d'horizons différents, des hors-cadres familiaux, des gens qui ont aussi des épouses qui travaillent à l'extérieur, donc qui apportent une vision un peu nouvelle à la FNSEA, et c'est notre force de ce renouvellement régulier. Vous savez que Jérémy de Serle, dans le futur, il sera soit président de la FNSEA, soit à l'Assemblée nationale, puisque vous avez aussi des jeunes agriculteurs qui sont devenus des groupes, des responsables de groupes parlementaires. C'est à moi que vous posez la question. Oui. C'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? L'avenir, il n'est pas dessiné automatiquement quand on devient président des JA ou dirigeant agricole. L'avenir, il est, j'allais dire, voilà, il se dessine en fonction aussi de la vie personnelle et professionnelle. Ce qu'on peut, enfin moi, ce que j'ai envie de mettre en avant quand même, c'est la capacité des hommes et des dirigeants agricoles de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs qui prennent du temps sur leur vie de famille, sur leur vie professionnelle, bien sûr, sur l'exploitation, pour aller rendre service à l'ensemble du monde paysan. Et c'est aussi ce qui fait la force de nos structures syndicales, c'est la capacité qu'on a à rester humaniste et à essayer d'aider son prochain. Mais on vous reproche souvent de vouloir faire la synthèse. Et c'est pas facile dans vos réunions d'avoir des organismes économiques, des filières, les céréaliers par exemple, qui disent attention, là aujourd'hui il faut aller beaucoup plus vite sur l'économique, il faut aller beaucoup plus fort. Vous le savez ça? Alors oui, mais toutes les filières vont sur l'économique. Ça serait un peu simplifié de dire il n'y a que la partie céréalière qui est sur l'économie, l'autre on est sur l'aménagement du territoire. Je rappelle que le chiffre d'affaires France, c'est l'ensemble des filières et que la balance commerciale française, quand on n'est pas en activité difficile comme l'année dernière avec la catastrophe naturelle qu'on a eue sur la partie céréalière, on a une balance commerciale agricole qui est plus de 10 ou 12 milliards d'euros. Donc dire quand même que c'est l'ensemble de l'agriculture qu'elle représente. Et ce sommet d'élevage avec les délégations étrangères est pour marquer qu'aussi sur les parties animales, on exporte aussi des animaux. Donc c'est quand même important qu'on le dise. Notre syndicat est un syndicat qui doit revendiquer. C'est normal, on adhère à un syndicat. Mais c'est aussi un syndicat qui se veut trouver des solutions. D'ailleurs, aux dernières élections Chambre d'agriculture, nos slogans communs avec les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat de solutions. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance parce qu'on est certes revendicatif, mais aussi on doit proposer pour que le gouvernement ou les instances économiques mettent en place une vision agricole. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à un certain nombre de nos OPA, d'avoir une vision tournée sur l'avenir, constructive, qui donne des perspectives aux agriculteurs parce qu'il n'y a rien de plus que de laisser les agriculteurs dans l'interrogation. Jean-Marie Serroni. Alors, par rapport à la question du renouvellement, enfin au sens des réorientations, je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est dans quelle finalité, quel est le rôle, quel est le but, quel est le rôle plus exactement. Le but, ça ne m'appartient pas, mais quel est le rôle? Et moi, il me semble qu'il y a un rôle important qui n'est pas rempli aujourd'hui et contre lequel, personnellement, je me suis souvent exprimé. C'est que je pense que la FNSEA, enfin les organisations agricoles, ce n'est pas la FNSEA, les organisations agricoles au sens large, ont le devoir de dire la vérité aux agriculteurs. Alors je ne dis pas que la FNSEA ment, mais il y a des choses qu'elle ne dit pas, notamment sur l'évolution du monde agricole, l'évolution du métier, l'évolution de l'entreprise, que même dans les crises, il y a des gens qui vont bien, dans tous les secteurs. Bon, tout le monde le sait, quand on discute en tête-à-tête, en général, on en parle et on est d'accord, et dans le discours général, ça n'apparaît pas. Et je crois que le discours général tire plutôt vers le bas. Tire plutôt vers le bas, avec, à mon avis, cette idée fausse de dire il faut rassembler tout le monde, et c'est par le bas qu'on rassemblera tout le monde. Ça, c'est je te repasse la parole. Et je crois que la deuxième chose que, personnellement, alors, en tant qu'observateur, depuis de très longues dates, de l'organisation un peu plus récemment, quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que des présidents de sections spécialisées négocient directement avec le gouvernement. En marge. On le sait très bien, quand on a des discussions, on le sait très bien. Ça vous rend une vie impossible, ça, au niveau de la dimension globale de la FNSEA.
Première question, est-ce qu'effectivement vous représentez tout le monde? Mais il faudrait dire, attention, il y a un certain nombre d'exploitations, malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont plus dans la course. Alors, on n'est pas pour l'exclusion, mais il faut être pragmatique. C'est vrai qu'on est passé d'un syndicalisme généraliste avec un courant de développement agricole, comme vous l'avez dit, dans les années 70-80, qui permettait à l'ensemble des agriculteurs de pouvoir s'y retrouver. On le voit bien qu'aujourd'hui, dans notre base d'adhérents, il y a des locomotives, il y a des gens qui sont dans le wagon derrière la locomotive, puis il y a des gens qui sont plutôt dans le wagon de queue. Le tout est quand même que ce soit la locomotive qui donne la direction. Et je pense que c'est important, ça nous est quelquefois reproché, qu'on représenterait que l'élite de l'agriculture. Non, on pense que c'est en donnant le signe dans la locomotive qu'on emmènera tout le monde. Cela étant après, il faut être un peu pragmatique et dire, il y a des agriculteurs, il va falloir trouver des solutions. Première solution, je l'ai expertisée dans mon département, on a mis en place une cellule qui veille avec la Chambre d'agriculture, le centre de gestion, à apporter un soutien dès qu'une exploitation commence à rencontrer une difficulté, avant qu'on en arrive chez le procureur au dépôt de bilan. Et après, c'est à l'agriculteur de prendre ou pas ce soutien. Mais on lui propose un schéma de développement, pendant 3 ans, un appui technique très fort, pour lui permettre de raccrocher le wagon. Parce qu'il est essentiel qu'on donne une solution à ces agriculteurs. Et c'est vrai qu'on va peut-être avoir évolué avec un discours peut-être moins généraliste, mais plus adapté à des exploitations qui voudront évoluer, certaines sur la qualité, d'autres sur la diversification, d'autres sur la quantité. Et donc, il faut être capable de faire cela. Jusqu'à présent, on l'a tenu. Pour répondre à la seconde question, quant aux associations spécialisées ou à la FNSEA qui va négocier avec le ministère, je crois qu'il faut qu'aussi on donne un peu de liberté et qu'on n'est plus dans un mouvement où il y a un chef qui dirige en disant vous n'avez pas le droit de discuter avec les ministères qui vous concernent. Quelquefois, les producteurs de lait vont discuter avec le ministère sur certaines choses. Je rappellerai que sur la PAC, la négociation de la PAC, la dernière fois, en 2013, avec le gouvernement Hollande, on est arrivé à une position de synthèse à la FNSEA avec un équilibre pour l'ensemble des filières. Et tout le monde s'y est rattaché. Ça n'a pas empêché que chacun aille négocier un peu dans son coin. Mais globalement, il y avait une position d'équilibre qui a permis d'avoir un tronc commun. La FNB s'en est bien sortie. Alors, je ne sais pas si la FNB s'en est mieux sortie. Vous verrez, les producteurs de viande ici, ils ne sont peut-être pas plus heureux. C'est sur la répartition des aides. Il ne faut pas oublier quand même que le premier pilier de la revendication aujourd'hui actuelle de la FNSEA, et on va rebondir sur les états généraux de l'alimentation, c'est le prix. Parce qu'au-delà des aides, on voit bien sur nos exploitations, ce qui fait la différence, c'est la capacité à avoir du prix et à être compétitif dans un marché mondial. Jérémy de Serle, sur le devoir de vérité. Ne pas dire les choses, ça ne veut pas dire mentir. Hein. Vous venez de le dire, Monsieur Serroni. Et je crois que dans les responsabilités, aux différents échelons et avec les différents interlocuteurs qu'on peut avoir, il y a effectivement des choses qui ne redescendent pas jusqu'aux adhérents. Mais voilà, moi je l'ai vécu aussi quand j'étais en département. Et ben, il y a des choses que je disais plus facilement. Aujourd'hui que je suis au national, il y a aussi dans les stratégies de négociation des choses qu'on ne peut pas dire. Et on ne serait pas dirigeant et on ne resterait pas dirigeant aussi nationaux ou départementaux si on n'avait pas aussi des stratégies. Vous croyez que les politiques nous disent tout? Bon ben non, la preuve. Et donc je pense que le devoir de vérité, on est là pour défendre les paysans, on est là pour défendre l'ensemble des paysans. On a aussi un peu de formation et puis un peu de bagou les uns les autres, sans prétention aucune non plus, pour savoir stratégiquement qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Et donc voilà, oui, effectivement, il y a sans doute des choses qu'on ne dit pas, mais ce n'est pas dans le désintérêt des paysans. Alors, je fais effectivement la différence entre mentir et ne pas dire. J'ai jamais pensé que... mais sur un domaine que je connais particulièrement bien, qui est la situation laitière, la FNSEA, la FNPL, enfin je ne fais pas de différence entre les deux, ont pendant des années été dans le déni de la fin des quotas laitiers, alors que c'était mécaniquement inscrit. Moyennant quoi, on ne s'est pas préparé. Il ne faudrait pas que sur la prochaine politique agricole commune, où à peu près à l'évidence il y aura une baisse du budget, ça paraît une évidence absolue. J'ai même entendu une pré-déclaration de votre présidente qui le laissait entendre. Il faut le dire clairement aux gens, qu'on puisse se préparer et s'adapter. On a eu la même chose, alors ce n'est pas la FNSEA, c'est plutôt le monde économique, on a eu la même chose avec l'aviculture, où on a eu un déni de la fin des restitutions, on a toute une filière qui s'est effondrée, parce qu'on a eu un déni de quelque chose qui était inscrit, qui était écrit.
Donc pour moi, la réalité économique, elle passe là-dessus. Alors je rejoins, enfin, je rejoins pas ce que tu vas dire, mais que c'est plus facile là-dessus d'être observateur que responsable national, j'en conviens tout à fait. Alors, vous comprendrez que c'est quand même, un économiste peut dire peut-être le budget de la PAC va baisser. Un syndicaliste qui va négocier commence à dire le budget de la PAC va baisser, il a déjà lâché prise et donc on est quand même aujourd'hui dans l'obligation de revendiquer un budget de la PAC à la hauteur des attentes des agriculteurs et de l'agriculture. À mon avis, je te coupe, professeur, mais est-ce que c'est un budget qu'il faut revendiquer ou est-ce que c'est une politique agricole intelligente? Ça passe par deux choses, parce que quand on n'a pas le budget, c'est difficile de mettre en œuvre. Alors après, revenir à des outils de gestion de marché qui coûteraient certainement moins cher, bon, il y a un vaste débat au niveau européen là-dessus. Dire quand même qu'on s'adapte, on n'est pas dans le mensonge auprès des agriculteurs. La fin des quotas laitiers, on le savait. Après, la question de s'adapter, de trouver des solutions, elle n'est pas si simple que cela. Et ce n'est pas parce qu'on a ouvert les vannes que tout va mieux pour la production laitière. Certains producteurs, notamment, on a été surpris dans l'ouest de la France, qui ont dit ouais, il n'y a plus de quotas laitiers, je peux faire ce que je veux. Mais 2 ans après la crise, c'est ceux qui avaient le plus faible revenu, parce qu'ils n'avaient pas retrouvé l'investissement qu'ils avaient pu avoir sur l'exploitation en termes de revenus. Donc il y avait un moment, il y a eu quelques erreurs de gestion sur la part des exploitations. Et alors que le système français de gestion des quotas avait permis des évolutions d'exploitation plutôt régulières qui permettaient à chacun de pouvoir investir avec les compétences qu'il avait et aussi les capacités financières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le lait, ça a permis de garder une carte laitière française avec des territoires. On aurait très bien pu faire comme dans le port, plutôt concentré dans certaines régions. Donc ça a été aussi une force de la FNPL et de la FNSEA, de le garder. Ça, c'est le mécanisme de gestion des quotas, mais ce n'est pas la négociation de la sortie des quotas. Si, parce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Malgré la sortie des quotas, on a gardé cette France laitière. Alors qu'on aurait très bien pu dire certains territoires ont pu être rayés de la carte. De dire quand même que derrière aussi nos revendications et ce qu'on peut porter, on essaye d'avoir un projet économique. D'essayer de donner une vision aux agriculteurs. Et ce n'est pas toujours simple. Parce que la politique agricole commune, est-ce qu'elle donne toujours une vision? On nous a baladé depuis une trentaine d'années en disant tout est interdit, vous ne pouvez plus vous organiser, c'est le marché, le marché, le marché. On voit que ça a ses limites. Et aujourd'hui, notamment dans les états généraux de l'alimentation, on revient sur le devant de la scène, où on remet peut-être le débat interprofessionnel en place. On ne reviendra peut-être pas à ce qu'on connaissait sur les discussions prix du lait, mais au moins on peut avoir une discussion collective. C'est peut-être ça une politique intelligente. Juste. Ce que je voulais dire, vu que l'exemple de la politique agricole commune et de l'anticipation des débats qu'il va y avoir autour de ça a été pris, je pense que la FNSEA, mais le syndicalisme majoritaire en général, ne doit pas mettre sur la table en premier le budget, même si c'est sans doute le nerf de la guerre à la fin, mais doit se positionner sur quelle agriculture on veut demain, quels agriculteurs on veut défendre ou accompagner demain, et de quelle manière. Et après, si on a des positions assez intelligentes, dont je ne doute pas, des positions assez pertinentes et des propositions vraiment concrètes qui sortiront à la fois l'agriculture de l'ornière, mais qui permettront aussi de la voir se développer, et bien là on pourra aller expliquer et justifier le budget et l'économie qu'on a besoin derrière. Et ça fait partie des choses qu'on doit, dans le renouvellement et la manière de faire du syndicalisme et d'amener des propositions, c'est des choses qui sont aussi en transition à la FNSEA et qu'on doit peut-être booster encore un peu plus pour montrer aussi le cap. On ne peut pas dire on ne fait plus et on ne doit plus faire du syndicalisme comme on faisait avant. On ne peut pas demander aux politiques d'avoir de la cohérence et nous ne pas en avoir. Donc on va aller donner le cap, nous, aux politiques, on va leur dire c'est celui-là qu'il faut suivre. Et c'est la FNSEA doit le faire, les jeunes agriculteurs doivent le faire. C'est comme ça, à mon avis, maintenant qu'on fera du syndicalisme et qu'on rassurera aussi le monde paysan. Jean-Marie Serroni, sur votre blog, vous avez écrit ce qui est un peu vieillot, c'est d'être toujours dans des guerres de chapelle. Pourquoi pas faire l'union sacrée sur certains dossiers ? Voilà, moi ce qui me semble, et vous l'avez évoqué, c'est que sur beaucoup de points, les positions entre les 3 ou 4 familles syndicales ne sont pas très éloignées. Pour avoir la chance de discuter à peu près avec tout le monde aujourd'hui, c'est pas très éloigné. Ce que tu dis, Jérémy, effectivement, il y a besoin de rassurer le monde paysan au sens large du terme. Et donc, moi, depuis quelque temps, je me pose la question, mais pourquoi il n'y a pas une plateforme? Alors, il y en a eu commune aux organisations, il y en a une sur L214, parce que là, c'est un vieux classique, l'ennemi commun rapproche. J'ai cru comprendre que ça avait été un petit peu compliqué, mais ça s'est fait. Et encore une fois, la posture de l'observateur assez informé. Quand on regarde les états généraux,
et ça pourrait vous être reproché par certains. On dit, mais le choix qui a été fait, c'est une alliance verticale. C'est-à-dire, avant les États généraux, il y a eu une plateforme, un texte signé entre la FNSEA, l'ANIA, l'industrie, et une partie de la distribution, la FCD, dont je rappelle que Leclerc n'est pas membre de la FCD. Donc il y a eu une plateforme commune qui a été signée. On aurait pu se dire, quand on négocie entre les maillons, plutôt que passer un accord vertical avec une partie des filières, pourquoi on ne passe pas un accord, une plateforme intersyndicale? Votre réponse, et ça sera la conclusion. Sur un minimum commun, notamment quelle agriculture on veut demain. Voilà. Allez-y, l'un l'autre très court. Vous savez, dans le syndicalisme, je pense que dans d'autres corporations ou d'autres structures de défense professionnelle, quand on se fait taper sur la tête et critiquer en permanence, alors j'allais dire tous les 6 ans, parce que c'est souvent là que nos concurrents syndicaux se réveillent, c'est pas tout le temps bien évident de travailler avec eux. Après, on a l'intelligence de temps en temps d'essayer de bosser avec eux, mais voilà, on va pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Et en ce qui concerne les JA, je laisserai bien sûr Yannick parler pour la FNSEA. Nous qui bossons au quotidien sur le renouvellement des générations, quand on est attaqué dans ce domaine-là, je vous garantis que ça fait mal au cœur et on se réveille assez vite pour réaffirmer que dans ce domaine-là, on a de leçons à recevoir de personne et que s'il y a des choses à dire, des choses à discuter, on est prêt à négocier, mais il ne faut pas venir agiter le chiffon rouge que quand ça nous arrange, donc que quand ça les arrange. Donc c'est pour ça aussi que, ma foi, l'unité syndicale, si elle ne se fait pas, je ne pense pas que ce soit à cause de la grande maison ou des jeunes agriculteurs. La conclusion. Par rapport à la question de verticalité, je crois qu'aujourd'hui, au sein des États généraux, ce qu'on ramène comme position, c'est de ramener d'horizontalité. Que les producteurs puissent se réorganiser entre filières, entre organisations de producteurs, qu'on puisse discuter ensemble. C'était interdit. Dans le droit de la concurrence, vous n'avez pas le droit de discuter. Voilà. Et donc, on ramène deux débats au niveau de l'interprofession. On a bien vu que le système interprofessionnel n'était pas peut-être si mauvais que cela. Depuis 10 ans, on l'a cassé. Donc maintenant, il faut peut-être revenir dessus. Donc ça, c'est le premier point qu'on va essayer de mettre et donc de trouver des passerelles. Et puis le deuxième point, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver des synergies entre transformateurs, distributeurs, pour qu'on ne se fasse pas la guerre en permanence et qu'on trouve au final une rémunération pour les producteurs. C'est toute la question. Je finirai juste sur un point. On est quand même interrogatif. C'est qu'on a eu un nouveau président. On n'a pas de projet agricole aujourd'hui du nouveau président, si ce n'est plus vert à l'intérieur et plus libéral à l'extérieur. Nous, agriculteurs français, on aura du mal à faire cela. Yannick Fialib, merci beaucoup. Jérémy Deserle, merci beaucoup. Jean-Marie Serroni, merci. Et puis merci à vous.